De l'eau, denrée rare ces jours-ci dans certains quartiers d'Abidjan. Depuis plusieurs jours, bassines et seaux totalement vides. Nous sommes à Yopougon-Kouté. Ici, les populations ont recours aux bidons de 25 litres pour aller chercher de l'eau ailleurs. On n'a pas de l'eau, ça fait pratiquement un mois. On se réveille tard la nuit pour pouvoir récupérer un peu d'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, on est obligé d'aller de l'autre côté de la route, dans un autre quartier pour récupérer de l'eau. On n'a pas d'eau, on est obligé de revenir à ce système. On charge des bidons, on passe de quartier en quartier pour avoir de l'eau. Normalement, on dit l'eau vient à 4h, 3h, on se réveille, on veille, il n'y a jamais eu l'eau. On est obligé de prendre les motos à taxi pour aller chercher l'eau dans d'autres communes, dans d'autres quartiers de Yopougon. Même constat à Yopougon, Académie des maires. Les populations se disent désemparées. Il y a les femmes qui sont enceintes, les bébés sont là, on souffre, il n'y a pas l'eau. Souvent, on s'en va jusqu'à Job, Académie, jusqu'à la Guine, on s'en va chercher l'eau. On est fatigué. Donc aidez-nous, nous quand vous aidez, on n'a pas l'eau. Souvent l'eau se coupe ici, on souffre. Moi ici enceinte, je charge le riz au 3e, il y a 2 enfants. Mon mari ne peut pas m'aider, il va au travail. Mais moi je souffre, il ne peut plus continuer comme ça, il me fatigue même. Cette situation amène des personnes à se diriger vers des puits. C'est quelqu'un de bonne volonté qui nous a prêté son puits pour que de temps en temps nous partions prendre de l'eau chez eux pour pouvoir subvenir à nos besoins. D'autres se rendent directement à la lagune pour se procurer de l'eau. Souvent aussi on est obligé d'aller au bord pour pouvoir aller prendre un peu d'eau là-bas aussi. Quand tu arrives, il faut chauffer ça d'abord pour pouvoir tuer les microbes. Nous sommes obligés de venir jusqu'à la lagune pour pouvoir prendre de l'eau pour aller boire, se laver la figure, se laver avec. Bon, ça nous transmet des maladies, mais nous allons faire comment? Nous sommes obligés de faire avec. Alors, la pression de l'eau est très faible. On ne pouvait pas faire autrement. Nous sommes obligés d'aller à la lagune pour chercher effectivement de l'eau. Et c'est réel. Ce ne sont pas des montages. Depuis 2011, le gouvernement ivoirien a investi plus de 500 milliards de francs CFA dans le secteur de l'eau pour résoudre ces difficultés. Les autorités sont toujours à la tâche afin de régler définitivement le problème de coupure intempestive d'eau en Côte d'Ivoire. La messe d'ouverture de la 108e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniassou. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui devance le Christ dans l'annonce de l'Évangile. Ce choix pour marquer la communion entre les évêques et le peuple de Dieu. Dans son homélie, le président de la conférence, qui en était le célébrant, a invité les Ivoiriens à l'union des cœurs et des esprits, seule condition d'un développement humain intégral et solidaire. Au moment même où la Côte d'Ivoire s'engageait dans le processus de la réconciliation, après la dure crise qu'elle a connue, ne peut que nous inviter à rechercher avec ténacité la réconciliation des cœurs. Je crois donc nécessaire pour notre pays que l'engagement déjà pris soit renforcé à l'invitation du pape pour une véritable réconciliation, chemin d'une paix solide et durable. Monseigneur Bessi a surtout demandé à tous d'être des artisans de la réconciliation, qui est une voie étroite mais sûre et qui débouche sur une paix durable. L'Assemblée chrétienne a été invitée à la table sainte de l'Éternel pour l'Alliance nouvelle et éternelle. La semaine sera aussi marquée par plusieurs visites, notamment à la prison civile, à l'hôpital de Saint-Camille et à la léproserie de Maninko. Cédric Mandin est éleveur de charolaises dans l'ouest de la France depuis 4 générations. Une entreprise familiale qu'il fait vivre avec son frère depuis 1998. Mais aujourd'hui, l'agriculteur vendéen s'inquiète pour son avenir. Le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur pourrait selon lui porter un coup fatal au secteur, déjà sinistré. 70 000 tonnes de viande sud-américaine pourraient affluer sur le marché européen chaque année. Avec ces volumes de viande qui pourraient arriver, on va encore perdre des éleveurs qui sont tout à fait louables et qui travaillent excessivement bien, mais qui ne pourront plus tenir économiquement. En discussion depuis près de 20 ans, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, regroupant le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay,
pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Un coup dur pour la filière en Europe, après l'accord du CETA, appliqué depuis cet automne, autorisant l'importation de 65 000 tonnes de viande canadienne chaque année. Si on rajoute des volumes importants du Mercosur qui viennent sur l'ensemble du marché européen, qu'on considère à peu près stable en termes de conso, on va complètement détériorer le prix. Cet économiste a fait ses comptes. Si l'accord avec le Mercosur était signé, les prix de vente des producteurs français pourraient chuter de 10%. 25 à 30 000 emplois seraient directement menacés sur les 100 000 que compte la filière. Je ne vois pas d'intérêt majeur pour le secteur agroalimentaire européen sur ce marché du Mercosur. Il peut y avoir quelques secteurs qui peuvent en profiter, mais les risques dans le secteur agroalimentaire global sont beaucoup plus importants que les gains potentiels, que les opportunités. À 11 000 km de Paris, les éleveurs sud-américains comme ici en Uruguay se frottent les mains. Louis Marfurt travaille en famille depuis plus de 50 ans, une exploitation de 1500 hectares, une superficie moyenne pour la région. Il vend chaque année 4000 bêtes, 20 fois plus que son collègue vendéen. Pour nous, cet accord représente un marché de plus. L'Uruguay a déjà beaucoup de marchés où vendre sa viande. Cela nous ouvre de nouveaux débouchés et cela rend notre production encore plus compétitive. Déjà premier exportateur mondial de viande, l'appétit du géant Mercosur ne cesse de grandir. Autre point de discorde, les normes de production différentes entre les deux blocs, à l'instar des produits antimicrobiens consommés par les vaches au Brésil, mais interdits dans l'Union européenne. Un argument de plus pour les éleveurs français qui espèrent freiner les ambitions de la Commission européenne, moteur de cet accord. Le 18 janvier 2001, le Parlement français adopte définitivement, après plus de 30 mois de procédure, une proposition de loi par laquelle la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Cette initiative parlementaire, qui répondait à une longue revendication de la communauté arménienne, souleva de profonds débats qui transcendèrent tous les clivages politiques. Elle fut acquise contre la volonté de l'exécutif, soucieux des relations franco-turques et de la position française dans le Sud-Caucase. Elle suscita aussi un vif ressentiment de la Turquie à l'égard d'un pays plutôt considéré comme un soutien traditionnel. Le 29 janvier 2001, la proposition de loi est promulguée. 5 années plus tard, en octobre 2006, l'Assemblée nationale française a adopté une proposition de loi punissant sévèrement la négation du génocide arménien, entraînant à nouveau la réprobation de la Turquie. Si les historiens français s'accordent sur l'existence de ce génocide, cette proposition de loi n'en a pas moins suscité un important débat en France autour de la question des lois mémorielles. Elle fut finalement bloquée en 2008 par le gouvernement avant son passage au Sénat. Seuls quelques pays isolés, comme l'Uruguay en 1965 ou Chypre en 1982, reconnurent le génocide arménien. Le problème semble surtout avoir surgi à l'occasion de l'ouverture des négociations entre l'Union européenne et la Turquie en vue d'une adhésion éventuelle de cette dernière. Le 18 juin 1987, le Parlement européen reconnaissait le génocide arménien et appelait le gouvernement turc à faire de même. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, les assemblées de plusieurs pays européens reconnurent à leur tour le génocide commis en Turquie lors de la Première Guerre mondiale, Russie en 1995, Grèce en 1996, Belgique en 1998 et l'Italie en 2000. En 2005, le Parlement européen a pourtant rappelé au gouvernement turc que cette reconnaissance était un préalable à l'adhésion à l'Union européenne. Que s'est-il passé en 1915? Le 24 avril 1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman, 600 notables arméniens sont assassinés sur ordre du gouvernement. C'est le début d'un génocide, le premier du XXe siècle. Il va faire environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc, ainsi que plus de 250 000 dans la minorité assyro-chaldéenne des provinces orientales et 350 000 chez les pontiques orthodoxes hellénophones de la province du Pont.
Fin 2014, la Turquie refusait toujours de considérer le massacre des Arméniens, dont l'importance est minorée avec des statistiques officielles ne dépassant pas 300 000 victimes, comme un génocide. Même si le discours prononcé par le Premier ministre Erdogan le 23 avril 2014, dans lequel il présente ses condoléances aux descendants des Arméniens, constitue une timide avancée.